Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être là. Après de multiples péripéties. Oui, je vais passer mon permis train bientôt, je pense. C'est ça. sera plus simple. On est réunis aujourd'hui pour parler de l'ivresse. On était avec Marie pour la première partie et on a vu l'ivresse d'un point de vue un peu plus philosophique. Je sais que tu as beaucoup d'idées à ce sujet aussi, mais c'est un autre angle que j'avais envie d'aborder avec toi. Je te présente donc Dominique Hutin. Toi, tu es journaliste, dégustateur, chroniqueur à l'émission On va déguster sur France Inter. Tu es aussi un amoureux du cidre et de la bière. J'imagine que tu as régulièrement flirté avec l'ivresse. Alors, professionnellement, personnellement, tu nous en parleras. En tout cas, c'est un petit peu ton point de vue en tant que professionnel dans le monde du vin, des alcools que je voulais challenger aujourd'hui, voir un petit peu comment ça se passe pour toi, ce que tu as à nous dire. Comme toute bonne discussion, c'est un peu le principe du comptoir. Je te propose qu'on se serve un canon parce que pour moi, il n'y a pas de bonne discussion de comptoir sans boire. Faisons les niveaux. Et puis, petit clin d'œil, je te l'avais promis, on s'était rencontrés avec Dominique à une soirée, un dîner des Beaujolais d'exception et on avait découvert cette cuvée Ocean. Tu sais, de Domaine des Jeunes Pousses. Et on était à la table d'Angela, la vigneronne, avec son conjoint Hugo. Et on s'est tous les deux régalés. Voilà, j'avais envie de te le reproposer aujourd'hui. C'est vraiment le Beaujolais dans toute son... Avec Marie, on s'est régalé aussi. Mais voilà, c'est juteux, c'est lumineux, quoi. Je suis un fan de fondu. Quand je vais, pour le dire trivialement, quand je vais à l'arrache, à la cave, j'ai la chance d'avoir une femme qui cuisine extrêmement bien. 9 fois sur 10, je remonte avec... ce genre de choses-là. Je te laisserai te resservir, il y a des trucs à grignoter, tu n'hésites pas. On est au comptoir en fait, bien. On profite, on papote et on profite. Alors avec Marie, on avait un petit peu terminé la discussion sur la pensée grecque, sur les philosophes grecs, qui nous parlaient un petit peu de cette, à la fois de ce point de bascule entre l'ivresse qui était enjolivée, qui était presque proposée, dans les banquets, etc. On boit pour parler, on boit pour discuter, on boit pour être en société. Évidemment, ne pas atteindre le point de bascule où là, on devient l'ivrogne et comme disait Marie, on devient gênant. Donne-nous ta vision de l'ivresse en général et puis dans le monde du vin, qu'est-ce que c'est l'ivresse ? Je pense qu'en fait, ça dépend de... il n'y a pas très longtemps, là, il y a 2 secondes, on était à la cave. Ça dépend d'où on pose la question et quand aussi. Parce que les époques ont eu une approche de... convoquer la figure des Grecs, etc., où il y avait une scénarisation, mais il y a des époques quand même très 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 différentes. Par exemple, t'as pas de chance, ça tombe sur les Bretons. Bon, je m'excuse, mais en tout cas, voilà. Pour les besoins d'un travail, j'ai fait un peu de spéléo dans certains écrits, et j'ai retrouvé des traces d'alcoolisation jusqu'à l'ivresse des enfants, des jeunes enfants, ou de jeunes ados, disons 8-11 ans. Et ça considéré comme un rite de passage, comme peut-être en Afrique, le jeune va devoir aller dans la savane à affronter des dangers. En voilà un, en Bretagne, l'alcool peut-être, bon, en tout cas. Et donc c'est un rite d'alcoolisation qui nous ferait considérer le truc comme une horreur absolue aujourd'hui. Et donc là, je pense, j'ai pas fini de travailler cette question-là, mais les traces que j'ai trouvées, c'est fin 19e, début 20e, peut-être jusqu'en 1920, 30, peut-être à étayer, mais en tout cas, ça c'est avéré, c'est documenté, il y a une littérature. Et cette ivresse-là, elle a ça de particulier qu'elle est encadrée par la famille. Elle est encadrée par la famille, donc elle est préméditée. Donc c'est de l'éducation. C'est une forme... Et donc on peut le rapprocher, puisque ça dépend de quand. Si on considère aujourd'hui le binge drinking, c'est quoi ? C'est une alcoolisation rapide, la plus rapide possible, avec des alcools de bas étage qui se trouvent être pas trop onéreux parce que c'est des populations jeunes, voilà. Mais c'est quoi le binge drinking ? C'est une espèce d'initiation sauvage et clandestine. Alors, moi, je n'ai pas la solution pour dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Mais en tout cas, ce sont des époques différentes. Est-ce que c'est une initiation ou est-ce que c'est plutôt, comme on n'a pas été initié, on tombe dans un abysse d'une alcoolisation mal maîtrisée ? Voilà, c'est pour ça que je parlais de sauvage et clandestin. Ça n'est pas encadré, contrairement au rite incroyable quand on le regarde d'aujourd'hui. Donc il faut remettre tout ça à chaque fois en perspective. On peut aussi se rappeler que l'alcool à la cantine, la fin c'est 1956. C'est vrai. Ça n'est que... C'est pas si vieux. Et quand j'en parle autour de moi, par exemple, moi j'habite dans le Cotentin,
Les gens regardent un peu le plafond comme ça, et on sent bien que la chose s'est pas effilochée comme ça. Jusqu'à très tard, il y a eu du cidre jusqu'à les années 70-80. J'ai passé un week-end à Lille et à Roubaix. Les gens me regardaient vraiment très bizarrement quand je racontais ces espèces de couperets de 1956. Mais non, on avait de la bière. Dans les années 80, on avait de la bière à l'école, etc. Et moi, j'ai travaillé, j'ai fait 10 métiers différents. J'étais à l'usine, j'ai travaillé 2 ans comme manœuvre, à faire la nuit, le jour, etc. Et c'est là, en fait, c'est là que j'ai rencontré l'alcool. On me disait, je veux la piqûre, tu gardes la machine. Piqûre. Donc il y a tout un langage aussi qui s'est installé. C'est là que j'ai vu la première fois quelqu'un faire du rosé. Il avait un rouge, il avait un blanc, et il faisait du rosé. En quelle année ça? Ça, je suis arrivé à Paris en 87, donc c'est avant, c'est 85, 86. Voilà. D'accord. À quel état on considère qu'on est dans la partie de l'ivresse? Alors, mais justement, j'aurais tendance à répéter un peu la même chose, dans le sens où ça dépend ce qu'on est en train de faire. Si je descends avec des amis dans ma cave, par exemple, ça n'est pas la même chose que si je suis à l'antenne ou si je suis dans une dégustation professionnelle. Tu connais les formats professionnels. Le but n'est pas le même, les contingences ne sont pas les mêmes, les grilles de jugement ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, ça dépend. Donc si c'est avec des amis dans le secret de la cave, j'ai posé une fois une table et des chaises dans ma cave, c'est la première, c'est la dernière fois que je le ferai. Il suffit de prendre des bouteilles comme ça. C'est ça, trop accessible. Ça, c'est pas une grande idée. Et ben là, c'est un lâcher-prise et qui passe par les strates, tu viens de les énumérer. On est un peu détendu, un peu grisé, et puis si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, il y a des pertes de repères sociaux qui vont être mis à mal, et puis on va glisser vers autre chose. Vers l'ivrognerie, tout doucement. Et là encore, ça dépend de avec qui on croise le verre à ce moment-là, et aussi qui on est soi-même. Je veux dire, si tu gagnes au loto le matin, ou si tu te casses une jambe, je pense qu'on n'est pas forcément dans les mêmes dispositions psychologiques. Et on n'a peut-être pas envie d'en découdre de la même manière. Donc, tout ça, à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait une réalité. Tu vois, on est déjà deux, il y a déjà 2 cultures familiales, il y a 2 métabolismes aussi. Donc, il y a des gens qui, au bout d'un dé à coude, vont dire « Ouf, oula, je suis pompette ». Bon, et je connais des colosses ou des gens qui, parce qu'on a l'habitude de boire et de recracher, encaissent différemment. Donc, écrire l'ivresse, c'est ça. Il n'y a pas une définition, voilà. Mais c'est un état dans lequel on se retrouve à un moment donné, mais ça va dépendre. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Et des circonstances. Et justement, si on veut le mettre un petit peu dans le monde du vin qui est le tien, qui est le mien aussi, oui. J'étais à une conférence où tu m'avais conviée sur l'ivresse il y a quelques semaines, et effectivement, ils énonçaient que le sujet de l'ivresse est abordé dans la médecine, dans les arts, dans les chansons, etc., mais très peu dans le monde du vin. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, déjà, c'est vrai, moi, depuis 5 ans que je travaille dans le vin, j'ai rarement été challengée, on ne m'a jamais questionné sur l'ivresse, je m'étais même jamais questionnée avant ça sur l'ivresse. Pourquoi? Est-ce que c'est tabou? Est-ce que tu as une réponse? Je pense que c'est l'étoffe des grands professionnels. On attend de nous d'être garant de quelque chose. Et la grande difficulté, je ne vais pas te faire l'affront de te le redire, tu le sais, la grande difficulté, c'est la reproductibilité du jugement. Pour peu qu'on s'amuse à mettre ou des notes, ou voilà, et si on veut avoir le droit de porter un jugement sur le travail de quelqu'un qui a travaillé pendant 1 an ou 2 ans pour faire son vin, etc. Oui, il faut que ça fonctionne. Et d'où le fait d'avoir des verres un peu normalisés, ça contribue aussi à la reproductibilité, à la fiabilité du jugement. Donc là, il y a assez peu de place pour l'ivresse et l'ivrognerie. Ça, c'est la première chose. La qualité de ce travail-là, la concentration, c'est pour ça, là, on est dans un milieu, c'est super, c'est un milieu chaleureux, personnel, c'est un comptoir. Donc, voilà, et on discute. Lorsqu'on se lève, lorsqu'on a une série de 160 vins à déguster et qu'on se lève à 9h30, on sort de l'hôtel et qu'on va dans un endroit, on trouve souvent une case, un néon blanc, un évier, quelque chose qui gomme toutes les aspérités du j'aime, j'aime pas, et qui fait en sorte qu'on puisse reproduire ce modèle où on s'affranchit toutes les... Oui, on n'est plus dans le plaisir du produit, on est dans l'analyse professionnelle. Strictement. Donc là, forcément, il n'y a aucune place pour l'ivresse. Et donc, quelqu'un qui glisserait, il va se déconsidérer aux yeux de ses pairs dans l'immédiat.
On peut avoir on connaît, on a tous des temps plus festifs, décontractés, etc. Mais on n'est plus, à ce moment-là, dans le jugement. Alors après, si, bien sûr, il y a l'ego des journalistes qui, même en temps apéritif, on prend un air doc de dire, bon, écoute, tu es d'accord avec moi, il semblerait que ce vin est patati et patata, etc. Bon, on connaît ça. Mais c'est très faillible aussi, c'est très faillible. Mais il y a deux choses. Il y a la partie vraiment dégustation où tu dois créer du contenu, produire du contenu, donner des résultats sur ce que tu fais. Et puis, là, on s'était rencontrés, où c'est plutôt un format dîner. Oui. Où là, a priori, il y a plus de place. On a parfois des crachoirs, mais pas toujours. Oui. On va mesurer les niveaux en fin de soirée. Voilà, et puis le vin est bon, c'est ça aussi. Oui. À la conférence où j'ai été, les personnes, c'était des grands sommeliers, enfin des grandes personnes du vin, disaient ben nous, puisqu'on est avec des vins de très bonne qualité, etc., peut-être qu'on boit moins, peut-être qu'on a plus de mesures. Et moi, je pensais exactement le contraire. Je me disais, moi, je trouve que plus le vin est bon, moins on a envie de le cracher. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'être en dégustation. Alors, peut-être parce que je suis encore assez jeune et en bonne santé aussi, mais quand je suis en dégustation, que je déguste des grands vins que je ne pourrais pas forcément me permettre d'acheter ou autre, que je dois recracher, il y a des moments où j'ai du mal et je recrache plutôt à l'intérieur. Donc, c'est ça. Il y a la partie vraiment maîtrise, travail, dégustation et la partie un peu les à côté, les déjeuners, les dîners de presse. Comment on manage ça? On a un métier qui a ça de particulier, c'est qu'il y a un rapport à l'intime, dans le sens où on va ingurgiter, potentiellement, on peut cracher, mais potentiellement, on va ingurgiter ce dont on parle, la matière. Un vendeur de parapluie, je ne pense pas qu'il sache avaler des sabres, on ne sait pas. On ne sait pas ce que font les gens. Ce n'est pas un métier que je connais bien. Mais en tout cas, on a un rapport à l'intime qui est quand même très, très différent. On peut convoquer l'hédonisme, etc., le plaisir, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, je disais tout à l'heure, j'ai fait plein de métiers, certains moins drôles, donc je sais bien calibrer. Je sais la valeur de ce que l'on fait, je sais la valeur d'être invité dans des restos, je sais la valeur d'avoir des camions qui se garent devant chez moi, qui tous les jours m'amènent des échantillons, tous les jours, je sais ça, je sais le calibrer. Donc l'hédonisme, je l'ai toujours là. Et donc juste pour répondre à cette question de la tentation au final, bien sûr qu'il y a des temps différents. Il y a ce temps un peu marathonien, et d'ailleurs je le dis, je ne le fais plus. Je ne vais plus en région m'attabler devant 100 bouteilles. Je ne crois plus du tout. Dans des filets. Je travaille chez moi, j'ai 24 mètres carrés de cave, j'ai 3 frigos, j'ai 24 chaussettes que m'a tricoté ma maman, j'ai des numéros, etc. Et je goûte les vins sur 2 jours. Parce que le pire des ennemis en termes de dégustation, c'est soi-même. L'expression que tu as utilisée tout à l'heure, elle est formidable, recracher à l'intérieur. Ben voilà, on comprend, c'est imagé, c'est top. C'est vraiment ça. Il y a la tentation. Mais moi aussi, je l'ai fait. Mais bien sûr. Puis parfois, en fait, c'est mécanique, c'est physiologique. Mais bien sûr. Ça ressort pas. Sauf que on va venir égratigner le potentiel. Si tu as une série de 1, 2, 3, 4, 5, 10 vins, les recracher. Quand tu as 50 vins et que tu sais que tu vas aller manger et que l'après-midi, ça recommence. J'ai des souvenirs de 9h du matin avec 50 Châteauneuf-du-Pape 2003, année caniculaire. Au bout de 15, tu veux rentrer chez toi. Tu te dis, mais exfiltrez-moi, je veux repartir. Donc, il y a aussi quand même ce potentiel de jugement qu'il faut entretenir. Donc, il faut cette vigilance-là par rapport à ça. Sur les temps plus festifs comme les déjeuners de presse, parce que c'est un outil de travail pour pas mal de... Alors moi, je suis un peu à l'abri de ça parce que j'ai mis 8 heures de route aller-retour entre moi et Paris. Donc... à Goncoutainville-Centre, c'est plus calme en termes de déjeuner de presse. Mais par ailleurs, on s'y est croisé, donc j'en fréquente aussi. Là, évidemment, on va porter un jugement éminemment plus détendu, on va prendre des repères, on va s'enquérir de « Ah oui, tiens, d'accord, mais je ne le connaissais pas, ok, bon, très bien ». Et on va porter un autre travail. Qui, lui, oui, peut être beaucoup plus glissant. Et les fins de soirée... je crois qu'une fois que j'ai dit le mot glissant, j'ai expliqué pas mal de trucs. On comprend, on voit le mécanisme. Voilà. Donc, le jugement des pairs s'exerce moins à ce moment-là, parce que s'il est 2h du matin que tu y es encore, et qu'ils te voient, c'est qu'ils y sont aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais le sujet de l'ivresse est toujours un petit peu existant. S'il n'est pas abordé, est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un tabou, finalement? Bien sûr. Et bien sûr. Parce qu'il y en a. C'est comme le phylloxéra, il est toujours là. Il est toujours là, il est tapis dans l'ombre. Je parlais de point de vigilance tout à l'heure. On a tous les alibis pour picoler, pour dire les choses trivialement. Ouais. On a tous les alibis. On reçoit les vins gratuitement. Tu l'as dit, des vins qu'on aime, qu'on adore, etc. Les recracher, on les recrache à l'intérieur. On a tous les alibis, donc il faut être dans une vigilance maximum. Et je ne sais pas, c'est une forme d'hédonisme. Je bois de l'eau, ça m'arrive, j'évite les mélanges avec l'eau. Bon, voilà. Mais je ne sais pas manger sans boire.
C'est un point de rencontre. C'est ce 1 plus 1 égale 3. Ça donne lieu à autre chose. C'est un voyage. Et je ne crache pas. Et je mange énormément. Je commence à soigner un peu ma circonférence d'ailleurs. Voilà, je mange énormément. Je suis un vrai diesel. Et donc, à ce titre-là, j'engloutis des volumes considérables de liquide. Voilà. Après, on peut se dire, le corps humain partage avec le vin d'être constitué de 85% de flotte. Bon, je veux bien, mais je sais que quand même, il reste 15% d'autres choses dans le vin, dans la bouteille. Il faut juste que je me permette de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. C'est bien la première fois que je le dis sans bafouiller, tu vois. J'ai trouvé que c'était intéressant à la conférence sur l'ivresse. Il y a une personne qui était dans le public qui a partagé, il habitait en Chine, je ne sais plus s'il était chinois ou il habitait en Chine. Il nous disait que la vision chinoise de l'alcool et de l'ivresse, elle est assez intéressante et elle est surtout très différente de la nôtre. Ça mènera à d'autres questions. Pour eux, l'alcool révèle le vrai visage d'une personne. Donc en gros, quand on t'offre un verre, si tu ne le bois pas, ça veut dire que tu as des choses à cacher. Parce que dans l'état d'ivreté ou de légère ivresse, tu te révèles au naturel. Et donc, si tu l'acceptes, en société ou avec la personne avec qui tu es, c'est que tu es une personne de confiance. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que nous, c'est plutôt le contraire. Bon, il y a ceux qui boivent et voilà. Et puis parfois, c'est « Ah, bah t'as vu, il a repris un verre ». Il y a quand même beaucoup de jugements aujourd'hui, peut-être moins il y a quelques années, mais aux personnes qui boivent en société, elles sont un peu regardées. Ce qui m'amène à la question de pourquoi l'alcool ou pourquoi l'ivresse fait peur. Mais tu l'as effleuré quand même déjà, c'est le lâcher-prise. Se dévoiler, la crainte de ce qu'on appelle le lubrifiant social, viennent à faire tomber des carapaces. Il y a d'ailleurs une diplomatie de la table, de recevoir, de traiter des questions importantes autour d'une table, etc. On se détend, là encore on ingurgite quelque chose, donc c'est pas entièrement neutre. Donc, c'est un outil de diplomatie qui peut être une diplomatie avec ton voisin, est-ce qu'on taille la haie, ou entre deux pays avec des questions géopolitiques. C'est partout. Par exemple, les gens nous demandent, on va déguster, est-ce que vous dégustez? Alors, les premières émissions, en 2010, j'avais même un crachoir. François-Régis Gaudry disait, avec beaucoup d'assurance, avec modération, ce à quoi je répondais, bien sûr. Voilà. Maintenant, Jérôme Gagnès répond, lui, il râle contre modération carrément, je l'entends parfois. Mais c'est-à-dire qu'on a installé quelque chose, on n'est pas tout nu en train de boire au goulot dans le studio. On ne veut pas le savoir. Voilà, mais vous le sauriez. Et ça s'entendrait, je veux dire, ça s'entendrait. Donc on n'est pas suspect de ces débordements-là. Mais et puis après, on a détendu cette question-là. Et souvent, ils disent, mais alors, mais en fait, on finit les bouteilles. Déjà, il n'y a pas de prisonniers. Les bouteilles, après, on les finit avec les invités, on les finit entre nous. Moi, j'arrive pour dire les choses, et ça pose une question de latitude, par exemple. Comme je disais, j'habite à 8 heures de route, aller-retour de Paris. Donc, le dimanche, pour aller à l'émission, je me lève à 5h30. Je fais 3h30 de voiture. Non, je fais 3 quarts d'heure de voiture. Je fais 3h30 de train, je fais 1 quart d'heure de taxi, et je fais 20 secondes d'ascenseur. Ça veut dire que j'arrive là-bas, j'ai très peu dormi, j'ai pas bu, j'ai pas mangé et j'ai pas pissé, pour dire les choses trivialement. Donc j'arrive dans un état où je me sais tremblant et j'arrive comme ça. Et donc, comme c'est un peu moi qui fais le service, qui fait les niveaux, etc., je dis mais comment les gens considèrent? Et je mange parce que je suis en hypoglycémie totale. Et en même temps, il serait facile que la veille je prépare quelque chose à manger. Et en même temps, ça participe à l'espèce de trac, à l'espèce d'effervescence par laquelle je suis traversé. Et on boit à jeun les bouteilles que j'ai amenées. Alors on ne les boit pas au goulot, parce qu'on a cette promesse qui est formulée de construire une émission avec du sens, et dans son fond et dans sa forme. Donc je parlais d'élocution tout à l'heure, évidemment. Si on est dans l'excès, mais ça s'entendrait, ça s'entendrait. Mais quand même, et si j'oublie ce petit rituel, je me fais engueuler. Mais quand tu arrives dans cet état un peu tremblant et que tu bois les premières gorgées de vin, tu atteins finalement l'ivresse un peu plus rapidement aussi. Et l'hypoglycémie, c'est déjà une forme d'ivresse. C'est ça. J'arrive déjà dans ce truc-là. Et objectivement, personne ne me croit quand je vais dire un truc, mais je suis un timide maladif. Je me soigne, hein. Bon, mais je suis un timide maladif. Et donc, cette forme d'ivresse, qu'elle soit liée à l'hypoglycémie ou dans d'autres cas en buvant des trucs avec des amis, etc., c'est la même aide que le fait quand je suis à la radio, je chante. Mais
Évidemment, je ne suis pas un chanteur, je chante horriblement, mais j'ai un costume. Et ce costume, pour un timide, il est vachement pratique. Voilà. Et le caractère désinhibant du vin peut aussi contribuer à ça. Et ben moi, j'ai quand même toujours un peu le trac à chaque émission, même si je suis à mon comptoir. Et finalement, c'est ça. De se servir ce verre de vin et de partager ce verre de vin. Et ça me donnera envie de parler d'autres sujets, mais sur le fait que tu parlais d'ingurgiter, et je trouve ça très pertinent. C'est pas anodin d'ingurgiter, on ingurgite aussi de l'émotion. Je voulais te proposer qu'on aille boire un dernier verre. En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, évidemment.